Salut et bienvenue dans TT Preview, votre pastille quotidienne par l'équipe de The Trick Play Podcast. Présentation des équipes, infos, effectifs, calendrier et pronostics. On peut le dire, we're back! Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue dans votre nouvel épisode de The Trick Play Preview. Aujourd'hui, épisode un petit peu spécial, on va se faire une petite rivalité interconférence. On va partir du côté du Kentucky pour la Governors Cup. Donc la Governors Cup du côté du Kentucky, donc Kentucky et Louisville. Un programme de la SEC, un programme de l'ACC. On commence par quoi? On commence par la SEC, allez, honneur à la meilleure conférence du pays. Donc côté Kentucky, alors Kentucky 2021, une saison, on peut parler de saison historique, je pense, Gus, hein, parce que bilan de 10-3, une belle victoire dans le Citrus Bowl contre Iowa. Tu te souviens, ce duel contre Georgia, c'était en week 7 ou 8, je ne sais plus. Là, il y avait un super duel. Alors bon, Georgia avait fini par défoncer, on va dire, les Wildcats. Mais voilà, c'était une très belle équipe de Kentucky, voilà, notamment grâce à Wandale Robinson, hein, le receveur. Donc voilà, bilan de 10-3, probablement une des trois meilleures saisons de l'histoire du programme après 1950 et 1977. Il y avait des belles victoires contre Florida, contre LSU. Ah oui, c'est contre LSU, il y avait une belle branlée dans mes souvenirs. Donc voilà, forcément, après une belle saison comme ça, du côté des coordinateurs, ça a été un petit peu la pêche par des plus gros programmes ou par carrément des équipes NFL. Liam Cohen, le coordinateur offensif, est parti du côté des Rams. Il a été remplacé par Rich Scangarello, pardon, qui était le coach des quarterbacks des 49ers. Alors pourquoi un coach des quarterbacks des 49ers? Tu me diras, Gus, à ton avis. Attends, là j'ai l'impression que tu me poses une colle alors que ça doit être hyper facile. Parce qu'il y a Will Levis, c'est tout. Parce qu'il y a Will Levis, voilà. Ah bah, le Levis Stadium, c'est pour ça? Exactement, le Levis Merci. Stadium. Bien vu, ah, bien vu. Non, non, ouais, effectivement, c'est pour Will Levis, hein, le quarterback euh, des Wildcats, qui est probablement l'un des meilleurs quarterbacks du college football et un des potentiels quarterbacks du premier tour la saison prochaine. Donc voilà, donc il lui ramène quelqu'un avec de l'expérience en NFL pour le polir encore plus, je pense. Donc c'est plutôt bien vu, hein, de la part des Wildcats. Euh, il y a eu aussi le départ du co-coordinateur défensif John Sherrill, qui a pris le poste de head coach à Troy. Et le départ, alors ça c'est un coach de position, mais c'est toujours important, notamment quand on parle de college football, c'est Eric Wolford, qui était le coach de l'OL, non pas l'Olympique Lyonnais, hein, de l'offensive line, qui part à Bama un peu en eau de boudin, j'ai envie de dire, parce qu'il est parti sans dire au revoir ni à Mark Stoops, le head coach, ni aux joueurs. Donc voilà, ça reste un petit goût amer pour les joueurs. Alors heureusement pour eux, enfin, il n'y a pas de match contre l'Alabama cette année pour Kentucky. Alors, on va se projeter un petit peu sur la saison 2022. Alors j'ai déjà fait un peu de spoil en parlant de Will Levis, qui sera, voilà, probablement un nom que vous aurez sur toutes les langues. Alors le monsieur, il est plutôt pas mal au college football, il mange sa banane sans la peler. Il y avait quoi d'autre qu'il avait fait aussi? Il n'y a pas un truc avec de la mayonnaise aussi, je sais plus, non? Oh, certainement, mais de toute façon, il vient de Penn State, hein, donc Forcément. Donc voilà, donc Will Levis, ça sera un petit peu, ça sera l'atout principal de l'équipe en attaque. Alors attention quand même, parce qu'il a perdu son receveur numéro 1, Wandale Robinson, j'en ai parlé, mais il y a une belle arrivée, c'est Tavion Robinson qui arrive lui de Virginia Tech, et il y a énormément de profondeur. Kentucky, c'est un programme qui recrute de mieux en mieux, et donc ça forcément ça se voit, c'est ce côté un peu reload qu'on appelle ça, c'est-à-dire les mecs partent, mais ils sont remplacés par des mecs moins aussi talentueux. Et c'est exactement ça, hein, du côté de Kentucky. Un petit spoil alert, je pense que Denke, c'est un true freshman, hein, qui est originaire de Lexington, ça tombe bien. Il a fait une très forte impression au printemps, et on peut en entendre beaucoup, beaucoup parler cette année et les années qui suivent. Donc Denke qui joue receveur. Alors je dois avouer que je n'ai pas sa position exacte sur le terrain, mais ça devrait être un futur grand joueur de college football. Et au poste de running back, c'est un peu pareil, parce qu'il y a Chris Rodriguez, hein, qui est carrément l'un des meilleurs running backs de la SEC, voire du pays. C'est sa quatrième année maintenant, troisième année, je ne sais plus. En tout cas, il risque de battre les records de Benny Snell, hein, le receveur, le coureur, pardon, légendaire, hein, des Wildcats. Mais même la room de receveurs, de coureurs, pardon, est très intéressante, avec quatre receveurs. Oula, je fais que des lapsus, quatre
quatre coureurs pardon, qu'on pourrait qualifier d'opérationnels. Enfin, je veux dire, ils sont un peu interchangeables et devraient apporter beaucoup de profondeur à ce poste. Et c'est toujours intéressant. Du côté de l'attaque, la question quand même qui reste un petit peu en suspens, c'est l'offensive line, c'est-à-dire que les deux tackles sont partis, le centre est parti. Alors il y a Eli Cox qui devrait reprendre le poste de centre, ça devrait le faire. Les guards Kenneth Orsay et Tashawn Manning qui arrive du côté d'Auburn, ont pas mal d'expérience, ça devrait le faire. Voilà. Au poste de tackle, c'est un petit peu plus complexe. Alors on parle beaucoup du true freshman Kayanta Goodwin qui était borderline 5 étoiles cette année et qui pourrait débuter au poste de left tackle. Alors pour moi, c'est pas un très bon signe quand un true freshman comme ça débarque et peut être titulaire au poste de left tackle, qui est probablement le poste le plus important au college football. Enfin, perso, Auguste, je sais pas ce que tu en penses, mais pour moi, c'est pas une très très bonne nouvelle non plus, quoi. Après, c'est un 5 étoiles, non? Ouais, c'est un borderline, il était genre 35 ou 36e du recrue, mais voilà. Même aussi talentueux que soit-il, je reste un petit peu dubitatif là-dessus. Ah, faut manger des pots de Häagen-Dazs fondus, hein. Quand tu arrives en Exactement. college football. Non, mais je crois que c'est un beau bébé. Ah Physiquement, oui, il c'est ça. doit être proche, Il est d'être prêt. massif, ouais. Mais on verra ce que ça donne. Sinon, au niveau de la défense, Baptiste, c'est comment Kentucky? Je sais que c'est pas mal ces dernières années. Bah, ils ont notamment sorti Josh Allen, qui a été drafté dans le top 10 aux Jaguars il y a quelques années. Josh Allen, il y a eu beaucoup de Josh Machal aussi du Josh côté Bachal, ouais. des Lions l'année dernière, enfin en 2022. Donc voilà, une culture du linebacker, on va dire, du côté de Kentucky, en tout cas une culture de la défense. Donc c'est un schéma en 3-4, donc d'où l'importance des linebackers et souvent des outside linebackers. Euh, alors, beaucoup de pertes, notamment sur la ligne défensive. Les trois titulaires sont partis, c'est aussi simple que ça. Mais un poste de linebacker hyper expérimenté. DeAndre Square et Jack Jones, c'est 500 plaquages à eux deux. Je ne sais pas si vous vous rendez compte, c'est absolument démentiel. Donc là, c'est des inside linebackers. Et il y a l'outside linebacker J.J. Weaver qui est carrément le meilleur en termes de stats, le meilleur au niveau du retour d'expérience. 10 tackles for loss, 6 sacs, 2 interceptions. Enfin bref, poste de linebacker, ça devrait le faire plutôt bien. Tant mieux parce que la ligne est hyper expérimentée. Alors elle devrait être composée de Justin Rogers, Octavius Oxendine et Trevon Rigba, qui ont tous les trois eu des rôles de backup l'année dernière. Elle est talentueuse. Ce sont 3 recrues 2020 qui ont été 4 étoiles. Donc sur le papier, c'est des talentueux. Maintenant, il faut voir ce que ça donne une fois que c'est titulaire. Voilà. Donc ça reste un point d'interrogation. C'est un petit peu la même chose du côté de la secondary. Il y a eu pas mal de blessures, pas mal de départs sur le portail, pas mal de fin d'éligibilité. Voilà, donc Mark Stoops, il a un peu pioché dans le portail pour combler ces trous-là. Il y a l'arrivée de Kenron Smith du côté qui était du côté d'Ole Miss. On fait un coucou à Val. Et Zion Children qui était du côté de Texas State. Il devrait mettre un peu Texas State, pardon. Il devrait mettre un petit peu d'expérience dans ce groupe-là. Voilà. Sinon, il y a Terrell Edjan qui devrait faire le taf du côté safety, mais voilà, ça reste voilà. Voilà, il y a encore des questions au niveau du poste de secondary, quoi. Si je comprends bien, une superbe saison 2021, un recrutement bon d'année en année. Est-ce que Mark Stoops ne serait-il pas en train de faire de l'ombre à John Calipari, le coach de l'équipe de basket? C'est une vraie bonne question. Est-ce que Kentucky n'est pas finalement une football school et pas un basketball school? C'est une vraie question. Donc voilà, donc effectivement, Mark Stoops, c'est un super coach. Je pense qu'on est tous d'accord là-dessus. Le poste de Kentucky, c'est pas simple. C'est-à-dire qu'effectivement, le basket prend énormément de place du côté de Lexington. Tu joues en SEC. Alors la SEC East a eu la chance d'être un petit peu plus ouverte, on va dire, que la SEC West. Mais voilà, c'est un poste qui est compliqué. Et malgré ça, il recrute très bien. Alors le Kentucky, en termes géographiques, c'est juste un peu en dessous de l'Ohio. Donc, et l'Ohio, on connaît que c'est un espèce de vivier assez important en termes de recrues. Donc on sait que Mark Stoops aime bien piquer du côté de l'Ohio. Il y a pas mal de recrues aussi dans le Kentucky, comme on a pu le voir. Donc voilà, donc il a trouvé son espèce de mode de fonctionnement et ça fonctionne forcément très bien. Et pour moi, c'est un des programmes qui est clairement en train de monter de grade, on va dire, et qui joue un rôle de poil à gratter dans la SEC actuellement et qui pourra le jouer aussi, ce rôle de poil à gratter dans le futur. Je sais pas ce que tu en penses, toi. Ah bah si, complètement, complètement. Et puis en fait, je vais dire que le curseur euh, et les classes de recrutement, et il suffit d'avoir des classes de recrutement, on va dire régulières, bonnes et régulières, et ça montre que ton programme, il peut
Il peut s'améliorer, c'est aussi simple que ça en fait. C'est la preuve ultime pour savoir si tu vas dans le bon sens. Et j'ai l'impression que, parce que Mark Stoops, toi, quand des mecs comme Saban vont partir, ou des Dabo Swinney, etc., je pense qu'il fera partie de ces mecs Mhm. vraiment demandés. Et lui, il a l'air vraiment de s'inscrire un petit peu dans le futur de Kentucky. Tu sens pas, t'as pas senti cette année, et malgré le gros turnover qu'il y a eu sur le coaching carousel, qu'il avait des envies de départ. Donc, moi, je trouve que c'est un point positif. On est d'accord là-dessus. En plus, le calendrier est hyper ouvert. Alors, pas ouvert, j'ai presque envie de dire facile. Euh, il récupère de la SEC West, Ole Miss et Mississippi State, qui sont alors, pas les deux programmes qui font le plus peur du côté de la SEC West l'année prochaine, même si Ole Miss devrait être quand même performant. Ils ont Miami, alors pas le Miami de Floride, mais le Miami de l'Ohio en week 1. Après, il y a un très joli match, très joli déplacement du côté de Florida qui, à mon avis, je ne sais pas si tu es d'accord avec moi, va donner le ton de la saison. Une défaite là, ça sentira pas très bon, mais une victoire, ça peut lancer la saison et on peut espérer de voir avant la bye week qui a lieu en week 7 un bilan presque de 7-0 parce que donc il joue Miami, il joue Florida, Miami Ohio, il joue Florida, il joue Youngstown State qui est un FCS, Northern Illinois, même s'il devrait être compétitif, ça devrait être une victoire quand même pour Kentucky. Ole Miss, South Carolina et Mississippi State, c'est quand même pas des foudres de guerre quoi. Donc je sais pas ce que tu en penses, mais un Ah, bilan de 7-0 tu après. dois viser le 7-0. Ah, tu dois viser le 7-0, je pense. Et là, attends, tu vises le 7-0 et tu deviens un candidat crédible pour la finale de la SEC. Tu deviens un candidat crédible pour la finale de la SEC, sachant qu'après, tu as une bye week, un match contre Tennessee, Missouri, Vanderbilt, Georgia et Louisville. C'est c'est pas impossible qu'on ait un gros, gros, gros match le 19 novembre contre Georgia avec des équipes soit invaincues, soit avec une seule défaite. En tout cas, moi, ça devrait être l'objectif de Kentucky cette année, quoi. Ah, complètement d'accord. Et au final, on arrive sur aller une fiche avec peut-être deux défaites, tu vois. Deux défaites, moi je suis assez d'accord avec toi. Un 10-2, une défaite contre Georgia parce que trop costaud, et une Peut-être toi, défaite Tennessee, Florida, peut-être. ou soit Tu sais, Ole c'est la Miss, revanche. ouais, soit Florida, soit Ole Miss, soit Tennessee, je pense. Ouais, je suis d'accord. Et puis voilà, et puis une victoire contre l'ennemi intime Louisville. Le match aura lieu à Lexington cette année, donc voilà, donc un match à domicile, donc je pense que ça devrait faire victoire quand même pour les Wildcats contre les Cardinals. Je te laisse présenter la fac de Louisville, mon petit Gus. Bon, Louisville, rival historique de Kentucky, un beau derby. Évidemment, ça n'a pas le prestige du Kentucky Derby qui a eu lieu à la course de chevaux il y a pas très Tout à fait. longtemps. En 2021, les Cardinals terminent sur une fiche de 6 victoires pour 7 défaites, dont un 4-4 en ACC et une défaite au First Responder Bowl face à Air Force. Une défaite de moins de 3 points, mais ça avait été un très beau match, je m'en rappelle. Au niveau de l'intersaison, il y a eu quand même quelques mouvements de coach, avec notamment l'arrivée d'un nouveau coordinateur offensif avec Lance Taylor, l'ancien running back coach de Notre-Dame et qui a aussi beaucoup d'expérience chez les receveurs, qui avait entraîné à Stanford, si je ne dis pas de bêtises, avant, et qui a même un petit peu d'expérience NFL. Ça, j'ai vu ce move plutôt d'un bon oeil. Au niveau des joueurs, on voit énormément de retours et c'est un petit peu la constante de cette preview parce que c'est l'une des équipes qui voit le plus de retours de tout le pays. Alors déjà en attaque, avec le poste le plus important, avec Malik Cunningham qui entre quand même dans sa 4e année en tant que titulaire. C'est rare dans le college football, même avec cette année Covid qui a offert une année d'éligibilité à tout le monde. Ses stats en 2021, et là je vous demande vraiment de bien ouvrir l'oreille. 2941 yards et 19 TD lancés pour 6 interceptions, mais surtout à la course, 1040 yards et 20 touchdowns. 20 touchdowns, c'est tout simplement énorme. C'est la deuxième meilleure marque depuis 2014. Et petite devinette, Baptiste, seul un quarterback a fait mieux. Est-ce que tu peux le deviner? Je suppose que ça va être Lamar Jackson. Lamar Jackson, tu étais dans quelle fac? Et ben la même, Louisville. Voilà, elle est sympa celle-là. Elle Bref, est sympa l'anecdote, ouais. il avait fait 21 touchdowns et je pense qu'il va encore faire une superbe saison. Malheureusement, sa cible principale, du moins celle qui était prévue pour l'être, Tyler Harrell, est parti à Alabama. Lui, je pense, à Alabama, ça va être une star. J'ai regardé quelques vidéos, bien que je sois bien loin des Valentin Ryan, etc., pour juger le niveau d'un joueur. Tu vois vraiment que ce mec, il a un talent. Donc, c'est vraiment dommage.
Ils sont donc allés chercher le FCS All-American de Central Arkansas, Tyler Hudson, qui détient tous les records de la fac et qui est, j'en suis sûr, qui sera la principale cible en fait de Malik Cunningham. Et je vous conseille de garder un œil sur Amari Huggins-Bruce, qui est un sophomore cette année et qui a réceptionné pour sa saison freshman en 2021 29 ballons pour 444 yards et 4 touchdowns. Voilà. Grosso modo, j'ai envie de dire que c'est une room de receveurs chez qui il manque une cible principale pour l'instant qu'on ne connaît pas, mais il semble y avoir du talent, notamment avec les deux joueurs que je vous ai cités. Il faut quand même noter aussi chez les tight ends le retour de Marshon Ford, qui était la cible principale de Cunningham si on enlève Tyler Harrell. Et là, maintenant, je pense que c'est le plus intéressant parce que ça va permettre un petit peu de compenser ces interrogations sur le poste de receveur. C'est qu'il y a déjà une grosse compétition sur la running back room, sachant que le nouveau coordinateur offensif, Lance Taylor, est un ancien coach de running back. Je suis certain qu'il trouvera un très très bon joueur à mettre titulaire. Alors, on parle surtout de Jalen Mitchell qui est à 722 yards l'an dernier et 5 touchdowns, mais tu as surtout l'arrivée de Tyon Evans en provenance de Tennessee, qui lui aussi était assez prisé sur le portail des transferts, et je pense que ça peut faire un duo très très prolifique et qui laissera un peu plus de marge de manœuvre pour Cunningham, qui, faut le dire, vu qu'il était le meilleur coureur de son équipe l'an dernier, qui courait beaucoup trop. 1100 yards, c'est trop pour un quarterback. Certes, c'est impressionnant, mais je pense pas que ce soit quelque chose qui soit souhaitable dans la durée. C'est marrant. Pour moi, ça manque un peu de talent. Je pense que Cunningham, il sera un petit peu seul. Le départ de Tyler Harrell va être, je pense, vraiment problématique. Je ne crois pas trop au score de receveur. Alors, je dois avouer que j'ai pas scout Tyler Hudson, pour être tout à fait honnête. Mais voilà, je suis un petit peu moins confiant que toi, on va dire. Alors, on va parler de la défense, Gus. Alors, il y a 10 starters de retour, mais le problème, c'est que la défense a été un petit peu putride en 2021, je crois. Ouais, et pourtant, c'était pas quelque chose. Louisville n'y était pas habitué parce que les années Charlie Strong et Bobby Petrino sur la dernière décennie, Louisville c'était une place forte défensive du pays. Et là, l'an dernier, elle était quasiment dans le dernier tiers sur toutes les catégories de statistiques défensives. Il va donc falloir qu'elle s'améliore. Alors, la D-line, elle est entièrement de retour, mais elle voit surtout une énorme arrivée, celle de Jermaine Lol d'Arizona State. Alors, certes, il n'a pas joué en 2021 à cause d'une blessure, mais il avait fait 3 excellentes saisons freshman, sophomore et junior du côté de Tempe dans l'Arizona. S'il arrive à reprendre un petit peu de poids, à retrouver le physique qu'il avait, je pense qu'il peut nous sortir une très très grosse saison et ce sera très bien comme ça. La star de cette défense, c'est le linebacker, l'outside linebacker Yassir Abdullah, qui nous sort en 2021 17 plaquages pour perte et 10 sacs. Et il sera accompagné de Mohamed Sanogo d'Olimis, qui lui aussi a quelques années de titulaire dans les jambes. Chez les DB, c'était aussi très très compliqué, donc ils sont allés chercher pas moins de 5 cornerbacks et safety sur le portail des transferts. Des bons joueurs, mais voilà, je peux pas, pour être honnête, vous en dire plus. Si je devais résumer ce roster, c'est une attaque explosive avec un quarterback star, mais qui manque pour l'instant de receveur. Je pense vraiment que ça peut faire un très très beau cocktail. Au moins, Louisville sera un programme impressionnant à voir à la télé. Et une défense expérimentée, mais qui a trop souffert en 2021 pour espérer voir un changement substantiel en 2022. Reste que quand tu as 6 mois, 7 mois pour te préparer, je présume que tu seras meilleur l'an prochain, tout simplement. Au niveau du calendrier, et là c'est un calendrier que je trouve quand même, enfin, je sais pas comment le décrire, tu sais, ces calendriers d'ACC, t'as pas vraiment Ouais, d'équipe t'as qui l'impression se... que tu peux perdre contre tout le monde, tu peux battre tout le monde, t'as pas d'espèce de ventre mou général de l'ACC où tu sais pas trop comment les classer, quoi. Tu vois, en match hors conf, ils affronteront UCF, évidemment Kentucky le 26 novembre, et South Florida. Je pense qu'il y Et James aura... Madison. Et James Madison, qui est en FCS, en FBS dès cette année ou pas? Oui, c'est ça, de cette année, ouais. Donc voilà, ça peut être un match intéressant, mais grosso modo, je vois quand même des défaites face à NC State, Kentucky, Clemson, Wake Forest.
Mais après, tout est ouvert, hein. Ça peut battre Syracuse, UCF, Florida State, South Florida, Boston College, Virginia, Pitt, James Madison. Je pense qu'il y a ce noyau dur voilà, que je viens de citer, donc Clemson, NC State, Kentucky et Wake Forest qui est imbattable. Mais le reste, ils peuvent viser des victoires partout. Et moi, je suis plutôt optimiste pour cette équipe de Louisville que je trouve assez agréable à voir jouer. Scott Satterfield, l'entraîneur, il est vraiment en train de créer quelque chose d'intéressant. Et ce qui permet en fait de le voir, c'est la classe de recrues, Baptiste, que tu as sans doute vu en 2023, qui est déjà très très bonne. Ils ont un top 10 quarterback, un receveur du top 5. Et voilà, ça montre que bah, Louisville, il y a quelque chose qui se passe. Alors certes, ça ne se verra pas forcément sur cette année 2022, mais le programme est sur on va dire sur la pente ascendante et bah, ça fait du bien. Ouais, sachant qu'en plus, Scott Satterfield avait un petit peu de soucis. On en avait parlé l'année dernière. Disons qu'il a été très intéressé par le poste de South Carolina et que voilà, bon, il avait payé une page dans le journal pour s'excuser, etc. Donc effectivement, hein, c'est pour voir. Je pense qu'un programme est en bonne santé. Il faut se projeter sur la classe de recrutement, sur les classes de recrutement futures, pas celles qui sont encore sur le campus, mais celles qui vont arriver. Je pense qu'effectivement, tu as raison. Hein, quand tu as un bon quarterback et un bon receveur, les signaux sont plutôt positifs. Bah, pour le calendrier, la fin est quand même ultra dure, quoi. Les 3 derniers matchs, c'est Clemson, NC State et Kentucky. Moi, je suis un peu moins, comme j'ai dit un peu plus tôt, je suis un peu moins sûr de leur force en attaque. Donc, je vais être sur 7 victoires pendant les 5 défaites. Syracuse, ça devrait être une victoire. Sauf Florida, ça devrait être une victoire. Wake Forest, James Madison, ça devrait être une victoire. Donc, au moins 3 victoires sûres et puis 4 parmi Florida State, UCF, Boston College, Virginia, voilà, je vais dire 7-5 et voilà, et des lendemains qui chanteront peut-être un peu plus, mais il faut que cette défense s'améliore parce que sinon ça va être compliqué, je pense. Je suis d'accord. Voilà, et ben on a fait le tour des programmes du Pays du Bourbon. On vous fait des bisous et puis on vous donne rendez-vous pour une prochaine preview. Salut tout le monde. Salut à tous.